Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gargantua de Rabelais, avec au programme les chapitres 11 à 15. Alors le chapitre 11, pour résumer, ce sera la petite enfance de Gargantua. Le 12 concerne les chevaux factices. Le 13, le fameux torche-cul. Le 14, le sophiste et les lettres latines. Le 15, le changement de pédagogue. Donc j'ai résumé, comme d'habitude, les titres de chapitres de façon à vous donner une idée claire de ce qui va suivre. Donc on attaque avec la petite enfance de Gargantua. Alors le chapitre 11 de la jeunesse de Gargantua. Vous avez d'abord dans ce chapitre une petite annotation de temps pour vous dire Gargantua, de 3 à 5 ans, fut élevé par le commandement de son père. Donc le narrateur va nous parler de sa petite enfance et il s'amuse dans ce chapitre à nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette petite enfance. Boire, manger, dormir. C'est l'éducation à peu près traditionnelle d'un bébé. En ajoutant bien sûr des choses pour faire sourire le lecteur. Il se vautrait dans la boue, se barbouillait le nez, se tartinait le visage. Il pissait sur ses souliers, chiait dans sa chemise, se mouchait dans ses manches, il morvait dans sa soupe. Donc c'est un enfant qui fait envie, particulièrement propre. On explique encore dans ce que je n'ai pas encore surligné, cracher souvent dans le bassin, péter de graisse, pisser contre le soleil. C'est toujours un jeu tout à fait intéressant. Battez froid, songez greux, etc. Et la suite du chapitre, en fait, si vous regardez bien, il s'agit d'un jeu quasiment du narrateur sur les proverbes. Tirer les vers du nez, manger chou et chier purée. On a l'impression là que le narrateur se fait plaisir. Par exemple, à cheval donné, toujours regarder les dents. Alors, puisque c'était le proverbe en question, c'est à cheval donné, on ne regarde pas les dents. C'est-à-dire que quand on vous donne quelque chose, on évite de faire le difficile, lui au contraire. Alors, vous avez des proverbes réécrits et des proverbes employés comme ça. Sautait du coq à l'âne, faisait de nécessité vertu. Un petit jeu en fin de page sur les petits chiens de son père mangeaient dans son écuelle, lui de même mangeait avec eux, donc il mange avec les chiens. Il leur graffinait le nez, il leur soufflait au cul, c'est charmant encore, il lui léchait les babines. Donc la petite enfance de Gargantua, c'est vraiment pipi caca. Et encore quelque chose d'assez drôle. Alors, une interpellation au lecteur. Et savez-vous quoi, mes fils, que le mal de tonneau vous tournicote? Eh bien, il poursuit ensuite en disant que Gargantua, ce petit paillard, comme il l'appelle, tâtait toujours ses gouvernantes sans dessus-dessous, devant, derrière et cocotte. Et déjà, il commençait à exercer sa braguette. Donc, c'est un enfant particulièrement précoce et toutes ses gouvernantes sont consentantes. L'une la nommait mon petit bouchon, l'autre mon épingle. Je vous rappelle que mon épingle par la suite ça va devenir mon braquemar. Ma petite couille bredouille, j'aime assez celle-là. Et donc les gouvernantes même se battent pour l'enfant. Et à tel point que si elle n'a pas l'enfant, l'une des gouvernantes suggère de lui couper les couilles. Et donc, mais l'autre proteste parce que ça pourrait lui faire mal. Et il serait monsieur sans queue, etc., etc. Donc le chapitre 11, c'est la petite enfance de Gargantua qui pisse et chie partout et tripote ses gouvernantes. Le chapitre 12, des chevaux factices de Gargantua. Alors l'ouverture du chapitre précise encore de quoi il va s'agir. Puis, afin que toute sa vie il soit un bon chevaucheur, on lui fit un beau grand cheval de bois. Alors évidemment, si vous voyez une allusion salace entre les deux transitions de chapitre, c'est-à-dire Gargantua qui fricote avec ses gouvernantes alors qu'on parle de ses couilles et de sa queue, et la suite pour qu'il soit un bon chevaucheur, comment dire, c'est fait exprès. On a encore cette fois, donc on fait à Gargantua des chevaux de bois, mais en version plutôt importante puisque c'est un géant. Et il en a de multiples modèles pour tous les usages de l'équitation. Et dans ce chapitre, on raconte une anecdote. Un jour, le seigneur de Pénensac visita son père. Et le seigneur en question cherche les écuries et croise Gargantua,
qui l'amène dans ses écuries factices. Alors il les mena dans le grand escalier du château, passant par la seconde salle vers une grande galerie, etc. Ils entrent dans une grosse tour et Gargantua les mène vers ses propres appartements. Et donc le seigneur en question se demande pourquoi ils vont à l'intérieur du château pour trouver des écuries. Et donc, mon petit mignon, où nous menez-vous? À l'écurie de mes grands chevaux. Donc le seigneur continue et n'imagine pas ce qu'il va en être. Et il les mena donc dans sa chambre et leur montre tous ses chevaux factices. Et le seigneur de rire, puisque il prend ça comme une blague. Ils ne savaient pas s'ils doivent se cacher de honte parce que ils se sont fait avoir par l'enfant, ou bien au contraire s'ils doivent rire de la blague. Donc voilà ce que raconte ce chapitre. Et le Seigneur le prend bien. Hein. Ô petit mignon, tu nous as gavé de foin, je te verrai bien un jour pape. Donc c'est-à-dire tu nous as tous eus. Donc ce qui montre un peu l'intérêt quand même d'être pape, hein, c'est de pouvoir duper tout le monde. Et donc, toute cette histoire pour faire une transition et montrer déjà la capacité de Gargantua à mener son monde. Donc, c'est la fin du chapitre 12. La suite, alors chapitre très célèbre qu'il faut connaître parce que c'est très pratique pour notre parcours associé qui est Rire et Savoir, le fameux chapitre du torche-cul. Autrement nommé, comment Grand Gousier découvrit l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Alors, on a encore une indication de temps et on nous dit que dans ce chapitre 13, sur la fin de sa 5e année, donc il a 5 ans, Grand Gousier, revenant de la défaite des Canariens, visita son fils Gargantua. Il demandait avec grand soin, parmi d'autres questions, si elle l'avait tenu blanc et net. Donc, est-ce que les gouvernantes ont réussi à le maintenir propre, puisqu'on a vu dans le chapitre 11 qu'il pisse et chie partout. À cela, Gargantua répondit qu'il avait trouvé un tel système qu'il n'y avait pas de garçon plus propre que lui dans son pays. Alors là, son père est tout émerveillé. Et donc, il va lui raconter cette fabuleuse expérience grâce à une longue et soigneuse expérience. J'ai inventé un moyen de me torcher le cul le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qu'on ait jamais vu. Alors, c'est important cette notation grâce à une longue et soigneuse expérience parce que dans le savoir, l'expérimentation est un élément très important pour les humanistes. Donc là, c'est l'expérience du torche-cul. Alors, Gargantua va raconter ça à son père, Grand Gousier, en lui racontant tous les tests qu'il a fait pour le torche-cul. Donc il fait une grande énumération de ce avec quoi on peut se torcher le cul. Alors il a commencé avec un masque de velours d'une demoiselle. Donc le velours, c'est tout doux, c'est très agréable, certainement pour se torcher le cul. C'est ce qu'il dit, je le trouvais bon car la mollesse de la soie causait au cul une bien grande volupté. Une autre fois d'un chaperon de la même demoiselle, donc cette fois c'est un chapeau et encore une fois c'est très agréable pour se torcher le cul. Une autre fois d'un cache-cou, d'oreillettes de satin cramoisi. Les oreillettes c'était un petit ornement qu'on mettait sur les oreilles. Hein. C'est vraiment cette idée, imaginez-vous vous torchez le cul avec des cache-oreilles. Mais le problème, c'est que ces cache-oreilles, vu que ce sont des ornementations, vraiment, ça fait partie de la coiffure, ces cache-oreilles avaient tout un tas de dorures, de paillettes de merde qui étaient, et forcément, vu qu'il s'est torché le cul avec des cache-oreilles à paillettes, ça lui a écorché le derrière, que le feu Saint-Antoine brûle le boyau culier de l'orfèvre qui les a brodés, et la demoiselle qui les portait. Donc forcément, là, il s'est arraché le cul avec ses cache-oreilles. Ensuite, il a testé avec un bonnet de page. Ensuite, un chat de Mars. Alors, chat de Mars, vous avez une petite note. Un chat de Mars, c'est un chat en chaleur. Le problème, c'est que le chat en chaleur n'a pas particulièrement apprécié d'être utilisé comme torche-cul et donc il lui a arraché littéralement la peau du cul. Ensuite, il s'est torché le cul avec les gants de sa mère. Ensuite, il a essayé les plantes, la sauge, le fenouil, l'aneth, la marjolaine, les roses, les feuilles de courge, de choux, de bêtes, etc. Donc là, il énumère un petit peu toutes les plantes qu'il a utilisées pour se torcher le cul, y compris des orties et la consoude, mais il en a eu la dysenterie.
Et finalement, il s'est guéri de tout cela en se torchant avec sa propre braguette. Il a essayé avec des draps, des couvertures, des rideaux, des coussins, des tapis. Donc vous voyez qu'il est quand même très attentif pour ses expérimentations. Alors Grand Gousier lui demande « Mais quel torche-cul trouves-tu le meilleur ?» J'y arrive et bientôt vous saurez le fin mot. Alors là, vraiment, il ménage le suspense pour lui expliquer quel est le véritable torche-cul. Je me torchais de foin, de paille, d'étoupe, de bourre, de papier. On peut quand même imaginer que se torcher le cul avec de la paille ou du papier, ça fait mal. Toujours les saucouillons amorces qui sont cul sales de papier torche. Quelques petits verres que vous pouvez éventuellement mettre dans vos toilettes. Quoi, Grand Gousier, mon petit couillon, as-tu bu du vin vu que tu rimes déjà? Mais oui, mon roi, répondit Gargantua, je rime tant et plus, et en rimant souvent m'en rime. Alors ça, c'est une référence à Marot, dans un poème de l'adolescence clémentine destiné à François Ier, tant en rimant qu'en rimant, je m'en rime, qui repose sur la paronomase. Alors, il fait quelques petites rimes ensuite, hein, c'est pas du Marot, c'est du Rabelais, chiard, foirard, péteux, breneux, tonlard, etc. Donc, il en fait un rondeau, je passe là-dessus. Et donc, il retourne ensuite à ses moutons, hein, lui demande Grand Gousier, retournons à notre propos. Lequel, dit Gargantua, chier, non, mais se torcher le cul. Là, on se fait plaisir quand même. Et finalement, ce que dit Gargantua, c'est qu'il n'y a pas besoin de se torcher le cul, sauf s'il y a ordure. Ordure ne peut y être si on n'a pas chié. Il nous faut donc chier avant d'avoir le cul torché. Ça, c'est un principe même de logique. Alors là, Grand Gousier est émerveillé devant tant de logique. « Oh, que tu as de bon sens, petit garçonnet. Un de ces jours, je te ferai passer docteur en gaie science. » Et Gargantua continue ses expérimentations. Je me torchais d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gypsière, d'un panier. Une gypsière, c'est un sac dans lequel on mettait souvent un petit peu de gibier, des lapins, des cartouches. C'est un sac de chasse, en fait, qui se porte en travers. Mais le panier, vous imaginez un petit peu, vous torchez le cul avec un panier, c'est de la vannerie, c'est de la paille, enfin, c'est du... Comment dire, oui, c'est une sorte de paille séchée. Mais quel déplaisant torche-cul, bah oui. Puis d'un chapeau. Les chapeaux sont les uns ras, les autres velus, les autres veloutés, les autres en taffetas, les autres satinés. Alors, le meilleur torche-cul parmi les chapeaux, c'est celui de fourrure, car il enlève très bien la matière fécale. Il teste ensuite les animaux. Une poule, un coq, un poulet, la peau d'un veau, un lièvre, un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'un capuchon, d'une coiffe, d'un leurre emplumé. Et on en arrive au bout de toutes ces expérimentations pour le torche-cul. Mais en conclusion, je dis et maintiens qu'il n'y a pas de torche-cul supérieur à un oison bien enduvé, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et vous pouvez me croire sur mon honneur. Donc là, il arrive à tout cela. Et il explique que la béatitude des héros et demi-dieux des Champs-Élysées vient non pas de l'asphodèle ou de l'ambroisie ou du nectar, mais tout simplement qu'il se torche le cul d'oison. D'accord ? Le paradis ressemble au fait de se torcher le cul avec un oison. Et pour valider tout cela, il explique que c'est l'opinion de maître Jean Dunscott que le narrateur avait déjà attaqué dans un précédent chapitre. Donc voilà pour ce fabuleux chapitre du torche-cul qui montre l'esprit merveilleux de Gargantua qui expérimente afin de développer son savoir et sa logique à propos d'un sujet essentiel, le torche-cul. Alors je continue avec le chapitre 14. Comment Gargantua fut éduqué par son sophiste aux lettres latines. Alors, le vieux Grand Gousier fut ravi en admiration, considérant le haut sens et la merveilleuse intelligence de son fils Gargantua, qui vient quand même de faire tout un exposé sur le torche-cul. Et donc, il va véritablement vouloir lui donner un précepteur. Alors, il dit à ses gouvernantes, Philippe, roi de Macédoine, connut le bon sens de son fils Alexandre à son dressage habile d'un cheval. Donc, il reprend une anecdote bien connue de l'Antiquité sur le rapport d'Alexandre et sa façon de dompter son cheval légendaire Bucéphale, qui a montré à son père que déjà Alexandre était un être exceptionnel. Bucéphale avait peur de son ombre et donc Alexandre a chevauché
face au soleil, de façon à ce que l'ombre de Bucéphale soit derrière lui. Et donc, voyant lui aussi par l'expérience de son fils à quel point il est un être exceptionnel, Grand Gousier veut lui donner un précepteur digne d'Aristote, puisque Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand, et il décide donc, je veux le donner à instruire selon ses capacités à quelque homme savant. Donc là, on reprend l'imitation de Philippe de Macédoine et d'Alexandre. De fait, on lui enseigna un grand docteur sophiste nommé Maître Tubal Holoferne qui lui apprit son alphabet. Et cela lui prit 5 ans et 3 mois. Alors là, vous pouvez faire à peu près l'âge de Gargantua. Donc il a déjà 5 ans, vous rajoutez encore 5 ans et 3 mois pour apprendre l'alphabet. Puis il lui donna le Facetum Theodolé, etc. sur les paraboles, donc des livres très classiques dans l'apprentissage de l'époque. Pendant ce temps, il lui apprenait à écrire en lettres gothiques et il recopiait tous ses livres car l'art d'imprimer n'était pas encore en usage. Donc il porte son gros écritoire avec lui avec un plumier si gros et si grand que les gros piliers de l'église de Ney. Le cornet, c'est-à-dire l'encrier, pendait à ses grosses chaînes de fer de la taille d'un tonneau de marchandises. Donc il recopie en même temps ses lettres gothiques. Il lui explique des manières de signifier avec les différents commentateurs et un tas d'autres. Et rien que pour cela, il étudie 18 ans et 11 mois. Imaginez-vous étudier une œuvre pendant 18 ans et 11 mois. Puis il lui explique le calendrier, 16 ans et 2 mois, lorsque son précepteur mourut. Et donc là, vous faites le calcul pour savoir à peu près l'âge de Gargantua. Donc il a 5 ans à peu près quand il commence. On n'a pas d'autre annotation d'âge de Gargantua. Et vous faites le calcul, donc 5 et 5, plus 18, plus 16, etc. Donc ça va vous donner l'âge de Gargantua. Et le précepteur, donc ce fameux Tubal Holoferne, finit par mourir. Et il a un autre vieux tousseux, nommé Maître Jobelin Bridé, qui continue encore cet apprentissage avec Hugutio, Hébrard, des listes de textes. Vous voyez que ce sont les titres, en fait, puisque c'est noté en italique, un petit peu de Sénèque, Passavant avec commentaires, le Dormez tranquille pour les fêtes, etc. Et quelques autres de même farine, à la lecture desquels il devint si sage que nous n'en avons jamais mieux sorti de moule depuis. Donc tous ces auteurs sont étudiés par Gargantua pendant un temps infini, avec cet autre vieux tousseux. Vous pensez bien que l'image du narrateur, l'appréciation du narrateur de ses précepteurs, quand on les appelle des vieux tousseux, n'est effectivement pas très bonne. Les autres de même farine, vous pouvez vous souvenir de cette expression, c'est-à-dire du même acabit, que l'on trouve aussi dans le Malade imaginaire, dans le portrait de Diafoirus, dans le portrait de Thomas Diafoirus par son père. D'accord, il parle des autres opinions de même farine sur les progrès de la science. Le chapitre 15, comment Gargantua fut mis sous d'autres pédagogues. Alors, toujours pareil, début du chapitre qui va préciser le rapport avec l'autre et ce qui va être annoncé. Alors son père s'aperçut que vraiment il étudiait très bien, il y passait tout son temps, mais qu'il ne profitait en rien, c'est-à-dire qu'il ne progressait pas du tout. Et pire, il en devenait fou, niais, tout rêveur et rassauté. Alors là, le père ne sait pas quoi faire. Il étudie depuis 40 ans et il n'y a aucun progrès. Alors il en parle à son ami Philippe Desmarais, vice-roi de Papaligos. Et ce Philippe lui dit qu'il vaudrait mieux que son fils n'apprit rien plutôt que de se trouver sous des précepteurs aussi idiots et inefficaces. Et pour montrer un petit peu à quel point les précepteurs de Gargantua sont mauvais, il choisit de faire une sorte de compétition entre Gargantua et un jeune garçon qui a été éduqué correctement. Il dit, prenez par exemple un de ces jeunes gens du temps présent qui est seulement étudié 2 ans, c'est-à-dire, pour faire simple, qui aura étudié suivant la nouvelle méthode des humanistes. C'est ça, c'est Eudémon, l'éducation d'Eudémon, c'est le contraire de l'éducation de Gargantua,
C'est-à-dire, on a vraiment là le débat sur l'éducation entre une éducation traditionnelle inefficace et qui réduit les capacités d'esprit des élèves et la nouvelle éducation que prônent les humanistes. Alors, Desmarets présenta un de ces jeunes pages de Villegongine nommé Eudémon, qu'il ressemblait bien plus à un angelot qu'à un homme. Et donc, il explique, il dit à Grangousier, « Voyez-vous ce jeune enfant, il n'a pas encore 12 ans. » Donc Gargantua, à peu près à cette époque-là, 45 ans. « Voyons si bon vous semble la différence entre le savoir de vos rêveurs docteurs et folies du temps jadis et les jeunes gens de maintenant. » C'est-à-dire comparant, finalement, les deux méthodes d'éducation. Laissé plus à Grangousier, il ordonna que le page fasse le premier discours. Eudémon demanda la permission de faire au vice-roi son maître, le bonnet au poing, le visage ouvert, etc., la bouche vermeille. Commença à le louer et magnifier, premièrement de sa vertu, ses bonnes mœurs. Donc Eudémon commence son discours. Louer, magnifier sa vertu, ses bonnes mœurs, secondement son savoir, troisièmement sa noblesse, quatrièmement sa beauté corporelle. Et pour le cinquième point, il l'exhortait doucement à révérer son père en tout point, lui qui prenait tant de soin pour le faire instruire, et enfin il le priait de bien vouloir le retenir comme un de ses très humbles serviteurs. Donc on a un discours tout à fait construit avec différents points, une progression, on voit que c'est très très logique, qu'il ne néglige pas du tout son auditoire, au contraire il utilise toutes les ressources de la rhétorique pour se concilier son auditoire. Et de plus, le tout fut proféré avec des gestes si adaptés, une prononciation si distincte, une voix si éloquente, qu'il ressemblait mieux à un Gracchus, un Cicéron ou un Émilius du temps passé qu'à un Jouvenceau de ce siècle. C'est-à-dire que le discours d'Eudémon est tellement brillant qu'on le compare à un Gracchus, c'est-à-dire à un des frères Gracques, ces grands orateurs de l'Antiquité, qui demandaient les réformes agraires et qui ont été assassinés. Cicéron, c'est le modèle absolu de l'éloquence latine. Même chose, Émilius. Donc, vous voyez qu'on compare cet Eudémon à un grand orateur de l'Antiquité. Et donc, c'est à Gargantua de faire ses preuves pour défendre en quelque sorte l'ancienne éducation. Mais toute la contenance de Gargantua fut de se mettre à pleurer comme une vache et de se cacher le visage de son bonnet. Et il ne fut pas possible d'en tirer une parole, non plus qu'un paix d'un âne mort. Donc là, c'est la défaite absolue de l'ancienne éducation, ce dont son père fut si courroucé qu'il voulut faire oxyre maître Jobelin bridé, donc il voulut faire tuer le précepteur de Gargantua. Mais finalement, Desmarets l'en empêche et lui demande qu'on paie ses gages et qu'on le fasse chopiner en sophiste, c'est-à-dire qu'on lui donne à boire. Sous-entendu, les sophistes ne pensent qu'à boire et ne sont capables de rien. Et maître Jobelin partit de la maison. Grangousier discuta avec le vice-roi quel précepteur on pourrait lui donner, et il fut décidé de mettre dans cette fonction Ponocrates, le pédagogue d'Eudémon, et que tous ensemble, ils iraient à Paris pour connaître quelle était l'éducation des jeunes gens de France à cette époque. Donc Ponocrates va remplacer à partir de ce moment-là tous les sophistes, et Ponocrates signifie en grec donc le travailleur endurant, contrairement à ce qui était présent auparavant pour l'éducation de Gargantua. Donc voilà pour ces chapitres 11 à 15 qui présentent la petite enfance et une transition à partir du chapitre 16 avec un voyage qui va commencer de Gargantua et une reprise en main de Gargantua par